Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation du Snow Report 2021, donc le grand rapport international du tourisme de neige et de la montagne. Donc je suis Jérôme Riff, le nouveau directeur général d'Alpexpo, qui est le parc événementiel de Grenoble, qui organise tous les 2 ans le grand salon Mountain Planet, qui est le salon mondial de l'aménagement en montagne. Et la prochaine édition aura lieu du 26 avril au 28 avril 2022. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les équipes de Mountain Planet qui ont participé à l'organisation de cette conférence de presse avec Alexandre Bérard d'Alternative Média. Et puis bien sûr, je remercie Laurent Vahana que nous sommes fiers de soutenir et d'accompagner à travers notre partenariat du Snow Report pour cette 5e année consécutive. Donc ce rapport Snow Report 21, il va vous détailler de manière très précise et au niveau mondial tous les chiffres de la saison hiver 2019-2022, les chiffres de fréquentation pays par pays et puis les tendances qui s'en dégagent. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce rapport n'intègre pas encore l'effet de la crise que l'on peut démarrer à novembre 2020. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Snow Report 2022 pour la présentation de ces chiffres lors du Mountain Planet 2022 du 26 au 28 avril 2022. Voilà, pour l'immédiat, je passe la parole à Laurent pour la présentation tant attendue de son Snow Report 2021. Merci beaucoup Jérôme et bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être de nouveau à ce rendez-vous qui devient annuel pour présenter la 13e édition du rapport international sur le tourisme de neige et de montagne. Alors, au lieu que vous voyez ma tête pendant toute ma présentation, je vais plutôt passer à des diapositives que je vais commenter. Et puis, pour des raisons techniques, je vous serai reconnaissant de poser toutes les questions en utilisant le Q&R, mais je n'y répondrai qu'à la fin de la présentation parce que je n'arrive pas à tout gérer. Donc, voilà, je vais vous commenter en une vingtaine de minutes à peu près ces diapositives qui vous présentent dans un premier temps les principaux chiffres sur le tourisme de neige et de montagne sur l'hiver 2019-2020. Et puis ensuite, je relèverai certains points forts de cette saison. Donc, tout d'abord, en technique, il faut que ça démarre, mais voilà. Je voulais soulever que ce rapport est rendu possible par un crowdfunding qui, depuis 6 ans, permet d'en financer une partie. Et vous avez ici une liste des contributeurs qui sont remerciés pour leur générosité et j'ai le plaisir d'en avoir quelques-uns dans l'audience. Au niveau des principaux chiffres, alors je reviens toujours sur vraiment les chiffres basiques au début. Au niveau de l'offre, on a 68 pays dans le monde qui offrent des stations de ski en plein air avec de la neige. C'est important de le dire parce qu'il y a encore d'autres pays où on peut skier, mais ce n'est pas forcément en plein air. Ce nombre de pays n'évolue pas beaucoup. Juste pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai rajouté un pays qui était le Népal. On est passé de 67 à 68 pays, mais c'est relativement anecdotique quand on a tout d'un coup un nouveau pays qui rentre dans le cercle des pays qui offrent des stations de ski. Il y a le Turkménistan qui est encore dans les starting blocks pour éventuellement faire une station de ski, mais les conditions climatiques là-bas nécessitent que ce soit une station qui soit quasiment enneigée à 100% avec des systèmes d'enneigement, et c'est pas non plus très sûr qu'on a une clientèle nombreuse là-bas. Enfin. Au niveau du parc de remontées mécaniques, on a à peu près 26 000 remontées mécaniques dans le monde et ce chiffre-là non plus ne bouge pas beaucoup. Il a même plutôt tendance à baisser parce qu'on a des optimisations de parcs. On voit plutôt la tendance qui est là depuis déjà une vingtaine d'années de remplacer un télésiège
2 places ou 4 places par un 6 places ou remplacer 2 ou 3 téléskis par un télésiège. Donc, c'est plutôt une optimisation du parc. On a à peu près 6000 stations de ski dans le monde. Donc, j'appelle station de ski n'importe quel endroit qui est organisé avec au moins un petit téléski ou un tapis roulant pour faire du ski. Mais c'est sûr que si on devient plus exigeant et on dit, bon, il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructures et on dit il y a au moins 5 remontées mécaniques, là, le chiffre se réduit à 2000 stations de ce type. Et là aussi, le nombre de stations de 5 remontées mécaniques et plus ne bouge pas beaucoup. Le chiffre de 6000, il a tendance à aller à la hausse avec la Chine notamment, qui fait beaucoup de nouvelles stations, mais qui sont souvent très petites. Mais il a d'un autre côté tendance aussi à aller à la baisse avec des petits téléskis dans des champs, dans les Préalpes ou des endroits comme ça qui tout d'un coup décident d'arrêter parce que c'est plus rentable, parce qu'ils arrivent à l'échéance de renouvellement de l'installation et qu'ils n'ont pas les moyens de financer un renouvellement. Donc, assez globalement, le marché mondial du ski au niveau de l'offre est assez stagnant. On a 52 stations qui font plus que 1 million de journées skieurs. C'est mes 52 qui se trouvent ici. Et là aussi, on a de temps en temps une station qui se joint à ce palmarès, notamment par des fusions de stations interconnectées qui deviennent tout d'un coup une seule entité en partant de précédemment une ou deux entités. Mais on a assez de stabilité. Remarquez encore que ces 52 stations qui font plus de 1 million de journées skieurs représentent 22% des journées de skieurs mondiales. Donc il y a 52 stations dans le monde qui font 22% des journées skieurs. Au niveau de l'offre des Alpes, on voit très clairement sur ce graphique qu'on a vraiment une prédominance du nombre des Alpes en termes de nombre de stations. Donc, ces couleurs sont codées en bas de l'écran. Vous avez la légende, mais on voit le poids de la zone en bleu clair en termes de nombre de remontées mécaniques et nombre de stations. On est à peu près 40% de l'offre mondiale. Et si on prend le nombre de stations majeures, donc celles qui font plus que 1 million de journées skieurs, les Alpes en ont quasiment le monopole ou presque. Alors, la saison de ski 2019-2020, ben, comme vous savez, elle a assez bien commencé, il faut dire, mais elle a été très soudainement interrompue. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça s'est passé dans les différents pays du monde ou dans un échantillon de pays. La liste n'est pas absolument exhaustive. Donc, ben, ça commence en février. Bien sûr, la saison de ski avait commencé plus tôt. Mais c'était en février qu'on a eu les premiers impacts du Covid. Et donc, en vert, nous avons les périodes d'ouverture. En gris clair, les périodes d'ouverture partielle. Et puis en gris foncé, quand c'était fermé. Donc, ce qu'on voit, c'est que début février, ben, il n'y a que la Chine qui a été impactée, où les stations ont progressivement fermé en début février. Et puis, soudain, en Europe, le 13 mars, pour à peu près tous les pays, sauf la France qui, là aussi, a fait cavalier seul et a gardé encore les stations ouvertes 2 jours. Toutes les stations ont fermé dans quasiment tous les pays occidentaux. Au Canada, ça a continué un tout petit peu, aux États-Unis un tout petit peu, mais finalement, même les pays où ça avait continué, aussi la Finlande, très vite, ça s'est arrêté en mars. Il n'y a que 2 pays qui ont poursuivi leur saison sans trop de limitations de fonctionnement dans les stations, c'est le Japon, et puis en Scandinavie, la Suède. Quoiqu'après, en avril, il y a aussi eu des fermetures et des restrictions. Et en avril, ce qu'on constate, même fin mars déjà, les premières stations ont commencé à rouvrir en Chine. Ça, c'est assez remarquable. La saison s'est aussi poursuivie après un arrêt en Norvège, aux États-Unis, et puis au mois de juin, la Suisse a réouvert certaines stations, mais qui sont essentiellement des stations pour le ski d'été, et l'Italie aussi, puisque la station de Zermatt est connectée avec Cervinia, donc quand un est ouvert, ça marque dans les 2 pays. Et puis ensuite, les zones vertes en été, ben, c'est la saison de ski dans l'hémisphère sud, qui a
commencé relativement correctement en Nouvelle-Zélande, au Lesotho, en Australie, avec des fois une semaine ou deux de retard par rapport aux habitudes. Mais par exemple, en Australie, la saison s'est très vite terminée pour toute une partie des régions australiennes à cause des restrictions liées à des nouvelles vagues de pandémie. En Amérique du Sud, les stations ont peiné à ouvrir. Elles ont ouvert plus tard, comme en Argentine. Et au Chili, c'était ouvert, par exemple, de façon limitée. Et puis, dans ce tableau, il y a une ligne qui est grisée tout du long. C'est l'Afrique du Sud, où la seule station, mais je l'ai mis pour la petite histoire, n'a pas pu ouvrir à cause de la pandémie pendant la saison d'été. Donc voilà un petit peu le calendrier du déroulement de la saison. Au niveau de l'impact régional de ces fermetures prématurées ou ces démarrages tardifs, eh bien, vous voyez que les Alpes ont été impactées avec une baisse de la fréquentation d'à peu près 15%, le reste de l'Europe avec une baisse de fréquentation de 18%, l'Amérique du Nord était aussi à moins 15%, la zone Europe de l'Est, Asie centrale, moins 14%, et c'est surtout la zone Asie-Pacifique qui a souffert avec une baisse de 31%. Vous avez ici une liste des pays et la baisse des journées skieurs qui a été provoquée en fonction de la saison précédente. Donc on voit que d'une façon générale, les pays alpins sont ici dans le peloton avec une baisse d'à peu près 15%. Il y a certains pays qui ont eu des exceptions, comme l'Islande qui n'a quasiment pas été impactée. Le Royaume-Uni, mais c'est parce que leur saison précédente était déjà extrêmement mauvaise. Et puis les pays les plus impactés, ce sont la Chine et puis l'Australie. Je n'ai pas mis là-dessus l'Afrique du Sud où c'était moins 100%. Donc globalement, le résultat des courses au niveau de la fréquentation mondiale, c'est moins 18%. Donc on dit que d'habitude, on a à peu près 400 millions de journées skieurs dans une saison normale. Donc la saison 2019-2020 a fait grosso modo 320 millions de journées skieurs. Alors c'est sûr que vous ne les voyez pas tous sur ce graphique, parce que ce graphique ne recense que les journées skieurs dans les pays où on tient des statistiques annuelles, ce qui n'est pas le cas partout. Donc à ces barres se rajoutent environ 25 millions de journées skieurs qui sont faites dans des pays où on ne tient pas de statistiques annuelles et encore une vingtaine de millions de journées skieurs qui sont faites dans des skidômes, sur des pistes synthétiques ou sur du sable et j'en passe. Et c'est comme ça qu'on arrive dans une bonne année comme la saison 2018-2019, par exemple, à 400 millions de journées skieurs. Au niveau de la France, eh bien, l'impact était aussi de 15% par rapport à la moyenne quinquennale. Et si on regarde la moyenne quinquennale, qui est la ligne en bleu ici, eh bien, on remarque quand même qu'il y a une tendance depuis un certain nombre d'années à une baisse sensible de la fréquentation. On avait eu avant 2019-2020 deux bonnes saisons, mais la tendance sur le long terme est un petit tassement de la fréquentation. Mais je profite de souligner que ce n'est pas non plus une descente aux enfers de la fréquentation de ski. Et ça, c'est important de le souligner, même si l'industrie du ski a certaines difficultés, elle n'est pas complètement sinistrée. Il y a une forte résilience de l'industrie du ski. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les ingrédients pour composer une bonne saison, finalement, tiennent au mix neige, météo, calendrier. Et ce qui est remarquable, j'en parlerai encore un peu plus tard, c'est que la saison 2019-2020, qui passe pour un hiver très doux, avait très bien commencé. Et finalement, elle a été amputée uniquement à cause de l'arrêt des installations à cause du Covid le 15 mars. Mais autrement, on était parti sur une très bonne saison puisqu'on avait une conjonction des facteurs neige, météo, calendrier qui n'était pas mauvaise. Une explication de la tendance. Donc ça explique la tendance d'une année à l'autre. Et puis une explication sur la tendance lourde au niveau de la France. Une partie de l'explication tient à la sortie d'une partie des lits marchands des résidences de tourisme qui commencent à être âgées et qui sortent du marché locatif. Et puis, une autre raison, c'est la concurrence internationale
par rapport aux visiteurs internationaux. Mais globalement, je tiens à souligner qu'on a quand même affaire à une industrie qui est résiliente. Il y a un palmarès des top 3 qui se battent pour la première place mondiale au niveau des journées skieurs. Je calcule ça sur la moyenne quinquennale des journées skieurs. Donc, pendant longtemps, c'était les États-Unis qui tenaient tête. Attention, ce graphique, il a une échelle qui grossit entre 45 millions et 61 millions. Donc, les pentes sont accentuées, mais c'est juste pour qu'on arrive à démêler plus facilement les courbes. Donc, on voit que la France a réussi à passer au-dessus des États-Unis en moyenne quinquennale en 2015-2016. Mais ensuite, les États-Unis ont repris un peu du poil de la bête et la France a perdu du terrain. Et maintenant, c'est l'Autriche qui est en 2019-2020 passée en deuxième position en termes de moyenne quinquennale des journées skieurs. Voilà pour les grands chiffres de la saison 2019-2020. J'aimerais passer maintenant à quelques faits saillants que j'ai peut-être déjà mentionnés au passage, mais qui valent la peine de souligner parce que tout n'était pas forcément négatif dans cette saison qui a été interrompue prématurément. Tout d'abord, comme je l'ai déjà mentionné, fin mars 2020, la Chine revivait, aussi bien en indoor qu'en outdoor. Et on a certains centres de ski indoor qui ont très bien fonctionné depuis leur réouverture. Typiquement, le centre de ski indoor de Canton, qui a ouvert il y a moins de 2 ans en arrière, a déjà totalisé 2 millions de journées skieurs en moins de 2 ans, ce qui est remarquable. Et puis, alors là, je sors un petit peu du cadre temporel de mon rapport, mais c'est pour souligner qu'en hiver 2021, le reste du monde a aussi revécu, sauf la France, l'Italie et l'Allemagne. Mais je tiens à souligner, d'un point de vue de l'industrie mondiale, que la France, l'Italie et l'Allemagne sont des exceptions. Tous les autres pays du monde ont rouvert leurs stations de ski avec bien sûr des mesures de précaution, mais la saison est encore en cours dans une partie des pays. Donc ça, on en parlera l'année prochaine. Un point que j'ai déjà aussi mentionné rapidement au passage, c'est le contraste spectaculaire entre l'hiver doux et finalement la bonne fréquentation. À fin février, la fréquentation était très haute dans les Alpes et aussi, par exemple, en Amérique du Nord, au Québec, malgré que, typiquement, Météo Suisse a déclaré cet hiver comme un hiver le plus doux depuis qu'il faisait les relevés. Et vous avez ici un graphique qui présente l'écart par rapport à la normale des températures hivernales. Et on voit effectivement que la ligne ici continue, c'est une moyenne sur 10 ans. Et on voit qu'on a une tendance à être maintenant au-dessus de zéro, mais on a encore quand même toujours de temps en temps des hauts et des bas qui sortent clairement sur le dessus ou aussi sur le dessous, même dans les dernières années. Et finalement, la ligne de tendance ici, d'après les statisticiens, on considère qu'elle n'est même pas significative, puisque vous voyez, on passe de 0,3 degrés en dessous à 0,3 degrés au-dessus. Mais il suffit qu'il y ait un hiver qui soit fortement en haut ou vers le bas pour changer cette tendance. Donc, pour l'instant, on ne peut même pas dire, même si personne nie le réchauffement climatique, qui est très fort en montagne en été, mais qu'en hiver, pour l'instant, les stations de ski ne sont pas mises en péril par cette tendance du réchauffement climatique qui, finalement, est peu prégnante sur les mois d'hiver, sans qu'elle soit niée. Un autre élément qui ressort de cette saison 2019-2020, c'est la force de ces forfaits saison multistations. Les stations qui avaient des forfaits vendus à l'avance pour plusieurs stations à des prix qui sont relativement attractifs, comme l'exemple du Magic Pass, ont finalement connu des saisons qui ne se sont pas mal déroulées du tout.
Donc, c'est quelque chose qui est à la mode aux États-Unis depuis une dizaine d'années avec le Epic Pass, par exemple, comme vous avez un modèle ici. Et ça a été introduit en Suisse avec ce Magic Pass depuis 4 saisons déjà. C'est un élément qui a contribué à la fréquentation des stations de ski et à redynamiser la fréquentation. Avec ces forfaits, on arrive à faire skier les gens plus souvent. L'introduction des prix dynamiques, c'est aussi quelque chose qui a été introduit il y a déjà une dizaine d'années en arrière aux États-Unis, par exemple, et qui commence à faire des petits en Europe. En Suisse, on a plusieurs stations chaque année qui adoptent ce système. On a même en France, en tout cas, une station, Valseny, qui a adopté ce système il y a 2 ans en arrière. Donc ça, c'est aussi des tendances qui s'inscrivent dans la durée. Et typiquement, par exemple, la tendance des prix dynamiques avec l'achat en ligne a été encore fortement confirmée dans la saison 2020-2021, dont on parlera l'année prochaine. Les stations continuent aussi à développer leur offre 4 saisons, qui est une tendance lourde dans l'industrie, mais par contre qui n'est pas évidente puisqu'on n'a toujours pas d'activités de loisirs qui permettent d'accueillir autant de monde que ne permet d'accueillir les installations de ski. Voilà, on a aussi remarqué dans ces temps de pandémie, donc après la mi-mars, un regain d'intérêt dans les stations pour essayer d'apprendre à skier. Alors, les photos, je les ai prises sur cette saison-là, elles sont de la saison courante, mais ça s'est déjà passé sur la saison 2019-2020, que dans les stations, on n'avait plus les remontées mécaniques, mais on a trouvé des moyens alternatifs de remonter les gens en haut des pistes. D'utiliser tapis roulants en France qui n'étaient pas soumis aux mêmes lois que les remontées mécaniques. Et on a constaté un regain d'intérêt pour le ski des débutants. Et puis pour finir aussi sur une note positive, la Chine a mis en service ses sites olympiques de ski de descente à Yangqing et à Chongli. Vous avez ici l'impressionnante installation de saut. Il y aurait dû y avoir aussi en février 2020 le test des pistes de descente de Yangqing qui ont été repoussées. Mais j'entends la Chine regarde vers ces Jeux olympiques et je dirais elle est toujours tout feu, tout flamme pour le ski et la saison qui est en cours le démontre encore. Donc, je voulais terminer ma présentation sur cette note un peu optimiste en disant que finalement la saison prochaine devrait être éclairée par la Chine et par les Jeux olympiques. Voilà, j'en ai terminé avec les chiffres et les faits saillants. Donc, tout cela se trouve dans le rapport international qui va être distribué en ligne aujourd'hui aux gens qui ont. C'est le privilège des gens qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Et puis, il sera mis en ligne pour tout public au début de l'été. Alors, ceux qui n'ont pas participé à la campagne de crowdfunding et qui n'auront pas accès au rapport en ligne dans l'immédiat peuvent se consoler en l'achetant sous forme imprimée. Sur le site Internet, vous trouverez le lien dès ce soir pour faire une commande d'un rapport imprimé qui vous coûtera si vous n'avez pas participé au crowdfunding. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais passer maintenant aux questions-réponses. Donc, utilisez bien la fonction Q et R. Je ne réponds pas à ce qui est mis dans les discussions. Alors là, il y a une question. Donc, un modèle économique sans ski est-il possible? Je crois que la France nous a donné sur la saison en cours la preuve qu'un modèle économique sans ski est possible mais n'est pas rentable. Et de toute façon, ça fait bien longtemps que les entrepreneurs des stations de ski le disent. Le tout ski est fini, mais sans le ski, tout est fini. Donc, pour ceux qui ne voulaient pas croire cela, on a simplement cette saison la preuve que c'était une vérité.
Les stations essayent, comme je le disais, aussi toujours de développer l'été. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'été, on doit multiplier le nombre d'activités parce qu'on n'a aucune activité qui permet d'entretenir autant de personnes qu'on peut mettre sur les pistes de ski. Je dis toujours, on met facilement 20 000 personnes sur les pistes de ski, mais vous ne mettez pas 20 000 personnes dans la piscine municipale. Donc, ça demande de démultiplier le nombre d'activités pour avoir une offre qui permet d'accommoder suffisamment de monde. Et en plus, les gens skient facilement pendant une semaine. Par contre, les gens, ils vont pas forcément faire de la luge d'été pendant une semaine. Donc, il faut multiplier dans tous les sens les activités pour être autant attractif qu'on l'est en hiver. Autrement dit, à quelles conditions le chiffre d'affaires estival de la montagne peut-il se mesurer, voire égaler le chiffre d'affaires hivernal? À ce niveau-là, il y a quelques stations qui arrivent actuellement à égaler le chiffre d'affaires hivernal avec l'été, mais ce sont des stations généralement genre Chamonix qui ont un téléphérique qui amène à un endroit panoramique, ou genre le Schilthorn en Suisse, ou certaines stations américaines, par exemple, qui ont des terrains de golf et qui arrivent à balancer l'activité été-hiver. Voilà, là. Alors, je découvre les questions, donc permettez-moi. Question rapide, une baisse de 18% est-elle sur l'année précédente ou sur une moyenne multi-annuelle? Alors, je précise que c'est 18% par rapport à la saison précédente. Ensuite, serait-il possible d'obtenir les chiffres plus précis concernant les stations suisses et leur évolution durant la pandémie? L'association des remontées mécaniques suisses a publié un communiqué à la fin de la semaine passée. On est à 24% de baisse, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'on parle de la saison 2019-20 pour l'instant. Donc, sans l'arrêt brutal à mi-mars 2020, la saison passée aurait-elle été une saison record, comme beaucoup le disent? Oui, absolument, absolument. Jusqu'à fin février, dans plusieurs régions, on avait des fréquentations qui étaient au-dessus des moyennes. Il y a même quelques stations, des stations qui ferment relativement tôt dans la saison parce qu'elles sont en basse altitude, qui ont fait une très bonne saison en 2019-2020. Alors, malheureusement, ce n'est pas la majorité, parce que les grandes stations ont eu une saison amputée d'un mois ou deux, mais certaines stations s'en sont pas mal tirées, ce qui démontre que vraiment le début de la saison avait été très bon. Cet hiver éclaire-t-il un nouveau modèle français de station? Non, pas du tout. Pour moi, c'est un échec. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Comme je l'ai mentionné, il n'y a que la France, et l'Allemagne et l'Italie qui ont estimé intelligent de garder leurs stations fermées. Faire un top 3 mondial incluant les USA a-t-il un sens alors que les clients skieurs traversant les océans sont très limités? Ma foi, le rapport est mondial, donc je présente aussi les chiffres de tous les pays. Effectivement, alors je profite de cette question pour relever qu'on a très peu de skieurs transatlantiques. Les flux transatlantiques de skieurs sont très limités et le fait qu'il y ait une pandémie ou pas ne change pas grand-chose à ça. Et par exemple aussi par rapport au marché asiatique, on a les skieurs asiatiques qui viennent skier en Europe, c'est vraiment une minorité et ça ne remplira jamais les stations et les baby boomers qui quittent le ski parce qu'ils deviennent trop vieux. Des formules multipass et prix dynamique en chiffres sur les journées skieurs. Ouais, je ne peux pas vous donner une réponse très précise, mais certaines stations, notamment le groupe Vail et ce genre de groupe, arrivent à avoir 50% de leurs journées skieurs qui sont réalisées avec les forfaits saison. Donc, ça prend une importance assez considérable.
Les stations autrichiennes étaient ouvertes en été 2020, alors que la France ne l'était pas sur les éléments graphiques. On parle d'activité remontée mécanique dans le but du ski. Et oui, oui, oui. Les stations françaises étaient ouvertes en été 2020, mais pas pour le ski. Moi, je me concentre sur le ski. En France, on n'a pas de stations qui sont ouvertes toute l'année pour le ski, alors qu'on en a une en Suisse et on en a une en Autriche. En Autriche, on a encore quelques glaciers qui ne sont pas ouverts 365 jours par an, mais qui ouvrent quand même en juin ou en juillet, mais sans avoir une ouverture continue sur toute la saison. En France, nous faisons face à des lobbies écologistes qui critiquent le modèle de station de ski. Ça, c'est bienvenue au club. Hein. C'est un problème qu'on a dans tous les pays. Et croyez-le ou pas, mais moi, j'ai vu les pires lobbies écologistes sont en Bulgarie, où on ne construit pas des télécabines. On préfère que les gens utilisent la route pour monter parce que les écologistes sont tellement focalisés contre les remontées mécaniques. C'est invraisemblable. Le ski de randonnée a-t-il du succès dans le reste du monde comme dans les Alpes? Oui, mais je dirais ça reste une activité qui est minoritaire, c'est-à-dire que même s'il y a eu un fort regain d'intérêt constaté un peu partout pour le ski de randonnée, ça représente une fraction des gens qui font du ski de piste. Peut-on s'attendre, au vu des éléments dont on dispose, à ce que la France, l'Allemagne et l'Italie dégringolent au sein du classement l'an prochain face à leurs concurrents? Est-ce que vous anticipez des enjeux à venir pour ces pays en matière d'investissement? Le problème, c'est qu'on n'en sait rien combien de temps cette pandémie va encore durer et combien de temps elle va avoir des impacts. Donc, moi, je pense que les Français, les Italiens, les Allemands sont très pressés de retrouver les pistes. D'ailleurs, en Allemagne, il y a quand même quelques pistes qui ont rouvert dans les dernières semaines de la saison, dans certaines régions. Et moi, je suis persuadé que les gens n'attendent que l'ouverture des stations pour venir skier. Donc, une fois que ce sera ouvert, je ne vois pas de problème. Mais c'est certain que les problèmes économiques causés par la fermeture durant une saison, une partie sera compensée par des aides gouvernementales, mais pas tout, va ralentir les investissements. Il n'y a pas de miracle. Quels éléments particuliers ont permis à l'Autriche de talonner puis de passer devant la France en nombre de journées skieurs? Moi, je pense que ce sont les capacités hôtelières. Une bonne partie des stations autrichiennes fonctionnent sur le modèle où l'hôtellerie est très très forte dans les stations, avec des hôtels de très bonne qualité. La majorité sont des hôtels 4 étoiles qui offrent des prix qui sont très très abordables, un rapport qualité très bon, parce que c'est généralement des hôtels qui sont en très bon état, rénovés chaque année. Et donc l'Autriche n'a pas ce problème de la France qui a son parc de résidences de tourisme qui vieillit et qui sort en partie du marché. Je réponds peut-être pas dans tous les détails aux questions, mais le but est de répondre, de donner en tout cas des éléments de réponse à un maximum. Quelle a été l'importance économique du ski nordique et autres activités sans remontée mécanique dans le bilan des stations? On a vu une progression dans pas mal de stations françaises. Le problème du ski nordique, c'est d'une part, il n'y a pas de comptage des skieurs nordiques. Dans certaines stations, il faut une vignette ou quelque chose, dans d'autres, rien du tout. Donc, ce n'est pas une activité économique importante. Les gens, ils payent éventuellement quelque chose, éventuellement rien du tout. Donc, le poids économique du ski nordique est insignifiant par rapport au ski de descente. La même chose pour les autres activités, mais c'est même encore pire. Les gens ne payent rien du tout pour aller faire un tour en raquette, pour faire du ski de randonnée ou se balader dans la montagne. Donc, on a, au niveau du moteur économique des stations, quasiment rien qui fonctionne quand on n'a pas le ski. C'est d'ailleurs le problème que j'évoquais pour l'été, c'est qu'on a de la peine à avoir des activités qui économiquement sont aussi fortes que le ski en été. On est obligé d'en avoir toute une série pour faire à peu près le point.
Dans quelle mesure la saison néo-zélandaise a-t-elle été impactée? Ben voilà, la Nouvelle-Zélande est un des pays qui s'est le mieux tiré, puisque finalement, au niveau de l'ouverture des stations, ils avaient tout un système d'échelle de gravité de la pandémie. Et selon le degré de pandémie, il y avait des restrictions qui s'appliquaient au niveau des stations. Ces restrictions se sont appliquées que pendant quelques semaines. Donc, au niveau de la clientèle domestique, il n'y a quasiment pas eu d'impact sur la fréquentation des stations néo-zélandaises. Par contre, le problème, c'est que la Nouvelle-Zélande vit aussi des skieurs australiens, notamment, et accessoirement de certains skieurs asiatiques, et que ceux-là ne sont pas venus. Donc, il y a quand même eu finalement un impact au niveau de la fréquentation. Tignes, Val d'Isère et les deux Alpes ont été ouverts l'été dernier pour le ski d'été et la Toussaint. Oui, c'est juste, ça ne me paraissait pas forcément très bien dans mon graphique. Et puis, malheureusement, ils ont dû fermer après. L'an dernier, nous parlions du ski urbain et indoor en développement. Est-ce encore le cas? Alors, oui, effectivement, l'année passée, j'ai insisté sur l'apprentissage du ski en milieu urbain en disant qu'il fallait qu'on développe les infrastructures qui allaient permettre ce développement. Pour moi, c'est toujours d'actualité, toujours et encore plus. D'ailleurs, en Suisse, à Sion-en-Valais, il y a tout dernièrement ces simulateurs qui a ouvert. Donc, petit à petit, la chose rentre dans les mœurs. En Chine, c'est quelque chose qui se poursuit assez fortement et la Chine devient vraiment le leader au niveau de l'apprentissage du ski urbain et indoor. Et typiquement, je vous parlais aussi du centre indoor avec de la neige, là, à Canton, qui cartonne avec 2 millions de visiteurs en même pas 2 années d'ouverture. Et vraiment, les gens sont curieux, les citadins sont curieux d'aller goûter à la neige et d'aller essayer. Donc, pour moi, il y a une demande, il faut savoir la prendre et la développer. Quel modèle particulier de fonctionnement des stations ou de leur remontée mécanique a réellement prouvé son efficacité pour maintenir ou augmenter son attractivité et donc des journées skieurs? Type d'installation, modèle de facturation, nouveauté. Malheureusement, on n'a pas une recette magique qui marche. C'est généralement une addition de choses bien, de bonnes pratiques qui fait qu'une station est performante, mais ce n'est pas le fait d'avoir que des remontées mécaniques débrayables avec sièges chauffants et bulles qui va forcément faire que vous allez augmenter votre fréquentation. Il y a toute une série aussi d'éléments beaucoup plus qualitatifs sur l'accueil des skieurs dans la station, les événements qu'on organise dans la station pour attirer des skieurs, pour attirer aussi des non-skieurs qui peuvent éventuellement aussi après s'initier au ski. Donc c'est relativement complexe, on n'a pas une formule magique. Quelle conclusion tirer du fait que le dérèglement climatique n'impacte pas pour l'instant les stations de ski en hiver? N'est-ce pas risqué pour l'avenir de se contenter de ce constat? Non, je ne dirais pas que l'industrie du ski se contente de ce constat pour rien faire. Ça fait déjà 20 ans que les stations de ski savent qu'il faut faire attention. Ça fait 20 ans qu'on a développé la neige de culture pour s'assurer qu'on n'a pas des problèmes d'enneigement. Les stations cherchent aussi à développer les activités hors ski, les activités d'été. Donc, c'est quelque chose à quoi les stations de ski sont sensibilisées, elles travaillent, mais comme je le dis, on ne peut pas du jour au lendemain avoir tout d'un coup 50% du chiffre d'affaires qui se fait en été. Ce sont que des stations exceptionnelles qui parviennent à faire ça. Donc, je ne pense pas que ce soit un oreiller de paresse ou quoi que ce soit. Les stations sont tout à fait sensibles à ces questions. Simplement, je m'oppose un petit peu à cette idée de dire le réchauffement climatique, le ski est fini d'ici 10 ans ou 20 ans. Ce n'est pas vrai. Avez-vous une idée du pourcentage des investissements de rénovation en fonction des pays et des grandeurs de stations?
On sait que globalement, les stations investissent entre 20 et 40% du chiffre d'affaires pour rénover leur remontée mécanique. En Autriche, où ils font très fort, ces 10 dernières années, ils ont investi quasiment 50% du chiffre d'affaires en rénovation des remontées mécaniques. Bon, je dois dire que 50%, c'est un pourcentage énorme qui semble même pas économiquement viable parce que les stations ne font pas des cash flows à hauteur de 50%. Donc, ça sous-entend que les stations autrichiennes qui investissent pareillement sont soutenues par des aides d'une façon ou d'une autre. Quel est le top 5 des stations l'an dernier? Alors la question est un peu vague. Je ne sais pas si c'est la France ou le monde qui est concerné. Alors au niveau mondial, les stations de tête, ce sont, je dois ressortir mes notes, c'est Madonna di Campiglio qui sort la première, suivi par Ski Alberg, La Plagne en troisième position, Ski Circus Saalbach, Intergem Leogang en quatrième position et Whistler Blackcomb en cinquième position. Mais attention, moi je fais toujours le palmarès sur des moyennes quinquennales. Donc c'est le palmarès du nouveau rapport, mais ça couvre des moyennes quinquennales. À quelle tendance faut-il s'attendre pour 2021, positive ou négative par rapport à 2020? Influence Asie-Pacifique. Alors, très franchement, c'est vrai qu'on va avoir un trou de 80 millions de journées skieurs à cause des stations françaises, italiennes et allemandes qui étaient fermées. Par contre, aujourd'hui, c'est très difficile de dire d'une façon globale comment s'est passée la saison ou est en train de se passer la saison 2020-2021. Je vous ai dit en Suisse, à la fin mars, on était à moins 24%, mais je n'ai pas les chiffres pour les autres pays, donc ma réponse n'est pas très représentative. En matière de transport, on parle de plus en plus de l'installation de grands ascenseurs baléens pour nourrir les saisons d'été et d'hiver. Qu'observe-t-on à l'échelle internationale? Existe-t-il des modèles économiques pour développer et rentabiliser ce type d'équipement? Typiquement, prenons le cas de la Suisse, où on a quand même sur les 20 plus grandes stations de ski, 16 qui sont connectées soit par le train qui arrive en station, soit par le train qui est connecté à un ascenseur valéen. Et généralement, ce dernier maillon a le statut de transport public, donc il reçoit des subventions à titre de transport public. Et c'est comme ça que l'équilibre financier de ces installations peut être soutenu. Et je pense que dans une perspective de développement durable, c'est quelque chose qui doit être développé. L'accès en transport public dans les stations de ski est aussi quelque chose qui est indispensable si on veut attirer des nouvelles clientèles, des clientèles jeunes qui n'ont plus forcément des voitures. Et quoi de mieux que d'avoir un train connecté à la télécabine qui vous permet d'arriver directement dans la station si ce n'est pas le train lui-même qui arrive dans la station. Alors, où se situent les stations suisses dans ce palmarès quinquennal? Les stations suisses, on a Zermatt qui s'en sort avec à peu près 1,5 million de journées skieurs, mais qui n'est pas suffisamment important pour arriver dans le top 5 que j'ai mentionné tout à l'heure. Zermatt, par exemple, qui doit être la première station suisse, ouais, se trouve à peu près en 20e position comme ça. En Suisse, on a 5 ou 6 stations qui font plus d'1 million de journées skieurs et qui se trouvent dans le palmarès des top 50. Alors, quelle dynamique mondiale sur les programmes d'initiation pour former de nouveaux skieurs? Les USA et le Canada ont mis en place des programmes nationaux intéressants sur ce sujet. Le Japon peine avec des petites actions non coordonnées au niveau national. La Chine est bien sûr dans cette dynamique vu qu'il s'agit d'un marché en plein développement. Qu'en est-il concernant les marchés matures du ski européen, Autriche, Suisse, Italie, Espagne et France? Effectivement, c'est quelque chose, même aux États-Unis et au Canada, où ils ont pris la mesure du problème, et ça fait des années et des années qu'ils travaillent là-dessus pour améliorer
le nombre de débutants qui viennent dans les stations et le taux de conversion de ces débutants en skieurs chevronnés, c'est des petits ruisseaux, hein. On n'arrive pas à faire des grands miracles, mais c'est quelque chose qui est indispensable quand même pour l'avenir de la branche. Dans les Alpes, c'est quelque chose qui est encore très insuffisamment développé. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça débuterait par l'installation de centres de ski et d'apprentissage urbain avec des tapis. En France, on en a un à Lyon, sauf erreur, on en a un à Cluse, mais qui cible davantage, par exemple, des gens qui font la compétition, puisque sur ces tapis qui sont très, très réguliers, on arrive à voir très facilement les erreurs que font les gens. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est à son tout début et il faut qu'on travaille pour trouver des partenariats avec des opérateurs de centres de sport en ville et des stations de ski pour faire quelque chose, pour qu'on ait une porte d'entrée urbaine au ski. Pour moi, c'est très important là-dessus. Voilà, j'arrive à la fin du marathon de questions que vous m'avez posées en vous remerciant beaucoup. Je n'en vois pas de nouvelles. Donc, il y en a encore une qui vient en dernier, là, juste pas. Donc, comment se portent les stations d'Europe du Sud, Sierra Nevada, Grèce notamment, et celles du Proche-Orient, Liban? Alors, le Liban, c'est un peu une catastrophe comme tout ce qui se passe au Liban, malheureusement. L'Europe du Sud, autrement, typiquement Sierra Nevada, en Espagne, ils ont fermé certaines stations, mais Sierra Nevada est encore ouvert aujourd'hui. Donc, l'Europe du Sud a suivi à peu près les mêmes turbulences que le reste du marché. Et là, on me pose une question, êtes-vous consulté directement par les politiques sur les questions d'aménagement de ski? Je dois avouer que c'est très rare, c'est très rare. C'est arrivé, mais c'est très rare. Voilà, donc j'arrive au bout des questions. Et je vais rendre la parole à Jérôme Riff en vous remerciant de votre attention. Laurent, un grand merci pour cette présentation à la fois concise et très détaillée. Ça donne envie d'aller feuilleter le Snow Report pour aller se documenter plus en profondeur. Alors, souhaitons que les politiques vaccinales permettent de sortir du Covid et qu'on puisse reboucher le plus rapidement possible, en tout cas, les trous creusés, notamment en France, en Allemagne et en Italie. Souhaitons également que l'écosystème de la montagne s'en sorte parce que c'est très difficile en ce moment pour les aménageurs, pour les hôteliers, les restaurateurs, pour tous les gens qui vivent de la montagne et à la montagne. Donc, on pense bien entendu très fort à eux, en espérant que les choses puissent rentrer dans l'ordre en été et surtout, comme vous l'avez précisé, en hiver, puisque le ski est quand même une manne très importante pour que vivent ces stations de montagne. Dans l'immédiat, je vous remercie donc Laurent et Alexandre pour la tenue et l'organisation de cette conférence. Et puis, je vous donne bien entendu rendez-vous du 26 au 28 avril prochain à Grenoble pour le prochain Salon Mountain Planet. Merci à tous les deux et merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir challengé avec vos questions.